Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 17 octobre et à la une de ce journal, les pêcheurs du département recevaient ce matin le tout premier bateau commandé auprès d'un atelier antillais. En effet, une partie de la flottille avait en 2013 été décrétée non conforme. Inquiète de l'avenir de la pêche mahoraise, la Copemaille s'est démenée pour proposer une solution aux pêcheurs avec l'acquisition de bateaux aux normes européennes. Alors comment l'opération sera-t-elle financée? Combien d'autres bateaux devraient être livrés sur le territoire? Un reportage signé Marion Tellier. À Mayotte, les embarcations destinées à la pêche sont majoritairement des pirogues ou encore de petites barques non conformes aux normes européennes. Il était pour cette raison question dès l'année 2013 de retirer ces bateaux. Un réel coup dur pour la pêche mahoraise. Ça représente environ 150 barques qui sont concernées par cette problématique sur les 300 qui sont opérationnelles sur Mayotte. Donc ça fait 50% de la flottille. Donc ça c'est le point de départ du problème. Là-dessus on s'est dit si on fait rien, depuis 2013, rien n'a été fait. Donc si on attend 2021, on aura les 150 bateaux qui arrêteront d'activité et on aura environ 450 pêcheurs qui seront au chômage. La Copemaille décide alors de relever un défi, celui de proposer aux pêcheurs des bateaux conformes aux normes européennes. Sécurité renforcée, moteur 2 temps remplacé par des 4 temps pour une consommation et une pollution moindre. De quoi redonner le sourire aux pêcheurs qui jusqu'alors peinaient à exercer leur activité. On n'arrive pas à pêcher, chaque fois on sort, on nous arrête, il y a ça, mais avec ça, c'est homologué. Donc là, il n'y a personne qui va nous emmerder. 450 bateaux devraient suivre ce premier arrivage. Pour chaque produit, il faut compter pas moins de 50 000 €, une somme conséquente que les pêcheurs ne peuvent à eux seuls engager. La participation de partenaires est donc essentielle dans ce projet. Actuellement, on a 40% apport personnel de pêcheurs. Les 60%, 30% pour la collectivité, c'est-à-dire conseil départemental, les 30% pour l'État. Un financement supplémentaire de 10 à 15% du montant accordé par les fonds européens pourrait venir soulager l'apport des pêcheurs. Chacun d'entre eux pourrait également bénéficier d'un prêt accordé par l'ADI. Pour l'heure, le bateau devrait être testé en mer dès dimanche. Les pêcheurs comptent à présent faire la demande de techniciens pour réaliser des formations sur cette nouvelle mécanique à laquelle ils devront rapidement se familiariser. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Pierre Bobet, le directeur de la Copemaille. Pierre, bonsoir. Bonsoir Cozy, bonsoir à tous. Alors, ravi de vous accueillir sur ce plateau. Ça fait longtemps qu'on suit cette problématique parce qu'à la base, c'est une problématique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu pourquoi il fallait absolument aller vite et se mettre aux normes? Alors, comme ça a été dit dans le reportage, il y avait un timing à respecter. 2013, les bateaux sont décrétés non conformes. Par qui? Par le ministère des Transports et les Affaires maritimes. Ils n'étaient pas conformes aux règles de sécurité. Donc là-dessus, rien n'est fait pendant un certain temps. Le point de blocage était que l'Union européenne interdisait aux États de financer des bateaux neufs, donc jusqu'en 2019. Début de l'année 2019, cette contrainte est levée et permet aux États de financer, c'est-à-dire de subventionner des constructions nouvelles à un taux de 60%. Donc ça, c'est un peu effectivement la problématique qu'il y avait au niveau de l'historique. Donc il y a eu quand même une évolution au niveau de l'Union européenne. Après 10 ans, les RUP peuvent enfin effectivement se faire financer les bateaux. Ça, c'est la grosse modification qu'il y a eu il y a finalement cette année. Alors c'est une très grosse évolution et c'est surtout un point de départ pour notre projet. Quand on a appris ça, effectivement, ça a permis de lancer une dynamique. Le fait de pouvoir subventionner résolvait en partie le problème du financement de ces bateaux qui sont quand même coûteux et qui représentent une somme importante pour les pêcheurs. Alors justement, parlons de ces bateaux. Il y a eu aussi une coopération avec les Antilles. Ça, c'est quelque chose d'important, notamment la Martinique. Parlez-nous un peu de ces bateaux, de ces engins. Le premier est arrivé à Mayotte et d'autres pourraient suivre. On en parlera plus amplement après. Alors, effectivement, nous, notre problématique, c'était de trouver un bateau. C'était un peu la mission qui nous avait été confiée par le Conseil général. Trouver un bateau qui permettait aux pêcheurs de moderniser et de remplir les contraintes de sécurité.
On a cherché longtemps dans la zone, on a regardé dans divers chantiers en métropole, à Dubaï, et on n'a pas trouvé la solution. Et un beau matin, en lisant une revue Le Marin, on a vu qu'effectivement aux Antilles, ils avaient des bateaux similaires, et en plus, ils avaient obtenu des dérogations qui leur permettaient d'aller pêcher plus loin que la catégorie initiale du bateau. Donc ça a été un peu le point de départ en ce début d'année. Et là, effectivement, on s'est dit, il y a une occasion, il y a une opportunité, allons voir ça de près. Et donc, on est allé voir où ces bateaux étaient fabriqués, combien ça coûtait, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour pouvoir lancer la machine. Et donc là-dessus, effectivement, le Conseil général a été d'une aide importante. Ça nous a permis de financer le premier bateau, puisque c'était d'abord, l'objectif, c'était de trouver un bateau conforme. Qui est un bateau test, finalement. C'était un bateau test, un prototype. On a trouvé, on l'a importé. Et là, je remercie quand même le Conseil général qui a été déterminant dans ce projet. Sans l'aide du Conseil général et le service de la DRTM, qui a été quand même à l'origine de tout ce projet, ça nous a permis d'aller très vite, c'est-à-dire que la décision a été prise il y a 4 mois de lancer la construction, d'importer et de se trouver aujourd'hui face à ce bateau. Là-dessus, 4 mois, c'est très rapide, c'est-à-dire qu'on peut reproduire effectivement ça, sous 4 mois, avoir des bateaux comme ça qui arrivent. L'objectif, effectivement, c'était de tester avant de se lancer dans une opération. Conjointement, il y a une grosse réflexion sur le financement. Quel type de financement? Donc le Conseil général, là, et les affaires maritimes et le ministère des Transports est là-dessus pour essayer de trouver un partenariat. Là-dessus, ils ont coopéré, ils ont réussi à apporter une solution qui est la règle de 60%. Après, effectivement, dans le financement, on va essayer de voir les possibilités de crédit, une partie apport personnel, une partie crédit avec l'ADI. On est en train de réfléchir. Sur ces 40% restants, voilà, justement. Voilà. Alors, effectivement, on est en train de réfléchir. Bon, le dossier n'est pas refermé, n'est pas bouclé. On est en train de réfléchir. Mais on est quand même en bonne voie. C'est quand même très positif. Ce matin, il y avait quand même des sourires sur les visages des pêcheurs. C'est quand même, après des années et la crainte aussi de perdre beaucoup d'emplois, là, on va quand même sur quelque chose de très positif et on peut voir l'avenir sous de meilleurs auspices. Alors, effectivement, on pourrait résumer cette histoire. Comment sauver 450 emplois dans la pêche avant 2020, avant 2021 ? L'objectif, c'est de ne pas s'arrêter là, c'est d'aller bien au-delà. Effectivement, ces bateaux ont été testés, ils sont insubmersibles. On est en train d'équiper de moteurs 4 temps qui sont moins consommateurs d'essence, donc c'est quand même moins polluant, ça permet des économies de carburant. Donc tout ça, c'est une dynamique. Après, effectivement, l'objectif, c'est que la flottille se développe. Pour information, on a regardé la superficie de la Martinique et de la Guadeloupe. On est entre 82 000 km² et une quarantaine de milliers de km². On se situe entre les deux. Ils ont quand même environ 2000 bateaux chacun. Donc on n'est pas en surpêche pour la petite pêche artisanale. Au contraire, vous souffrez de ça, de cette surpêche qu'il peut y avoir dans la zone. Effectivement, on est quand même dans une zone, dans un parc marin, donc on doit pouvoir quand même développer une flottille artisanale, c'est ce qui était quand même prévu dans le plan de gestion. Donc avoir des bateaux neufs, de qualité, sécurisés, avec une glacière intégrée, je pense que ce n'est pas du luxe, c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc, parce que c'est ça les caractéristiques aussi, c'est cet apport sécurité, hygiène aussi. Exactement, on a regardé tous les aspects. L'objectif, c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et que ce soit pas le bagne à bord des bateaux. Donc aujourd'hui, on a un bateau qui correspond un peu au type de bateau qui était déjà utilisé. En gros, c'est une grosse barque Yamaha, alors que là, effectivement, elles étaient réalisées artisanalement, avec du bricolage. Ils arrivent à faire une grosse barque avec une petite barque au départ. Aujourd'hui, ils ont une grosse barque qui répond à tous les critères, qui est plus large. C'est très important d'avoir plus large et qui a un profil de coque en V, donc ce qui permet de tailler mieux la vague, d'avoir une meilleure tenue en mer. Donc là, je pense qu'on a à peu près ce que les pêcheurs souhaitaient. Ils ne voulaient pas céder leur barque traditionnelle pour quelque chose qui ne leur ressemble pas. Donc là, on a trouvé le produit le mieux adapté aux habitudes des pêcheurs de Mayotte. Les taux d'importation de poissons à Mayotte sont très importants. Est-ce que là, on peut se dire qu'on va pouvoir consommer plus localement parce qu'on va pouvoir effectivement pêcher beaucoup plus? Alors, attendez, il faut toute raison garder. On va commencer déjà par changer les bateaux qui sont obsolètes, qui partiront, qui ne pourront plus être utilisés. Donc déjà, on a quand même 2-3 ans pour rattraper cet handicap. Quand on aura fait ça,
je pense que les autres barques, parce qu'il y en a encore 150 autres qui datent d'avant 1993, donc c'est des bateaux qui ont plus de 20 ans, qui sont souvent en assez mauvais état, et je pense qu'effectivement à ce moment-là, on va pouvoir eux aussi les moderniser. L'objectif, c'est qu'effectivement la flottille soit modernisée. Alors avec ce type de bateau, avec d'autres modèles, il n'y a pas, chaque pêcheur suivra, il cherchera ce qu'il veut, il décidera, c'est lui qui est souverain. Il choisit ce qui lui est le mieux adapté. Et est-ce qu'on peut quand même, est-ce que c'est un objectif quand même de pouvoir augmenter effectivement le nombre de poissons pêchés, augmenter le tonnage finalement à l'année, qui pour l'instant est quand même relativement faible, pour pourquoi pas pouvoir consommer plus localement et forcément faire aussi baisser les prix. Les consommateurs, tout le monde va être gagnant finalement dans cette histoire-là. Bon, alors effectivement, baisser le prix, je pense que c'est un leurre. Par contre, avoir du poisson de qualité, un peu plus, parce qu'effectivement, on s'aperçoit quand même que si 8 tonniers peuvent être inscrits à la liste en supplément, on peut considérer que nous aussi, on peut avoir notre part du gâteau. Donc je suis là-dessus. Je pense qu'on peut, sans grosse inquiétude, installer des nouveaux pêcheurs, des jeunes qui veulent démarrer dans ce métier-là. Donc là, on a tous les feux sont ouverts. Donc là-dessus, on doit pouvoir monter une flottille conséquente. Si elle passe de 300 à 500, eh ben, ça sera déjà quelque chose de conséquent. On aura fait le travail, on aura rempli le job. Un dernier mot, Pierre Bobet, avant de refermer cette page sur la pêche. Le président de la République, Emmanuel Macron, arrive mardi à Mayotte. Qu'est-ce que vous attendez de sa venue ? Écoutez, j'aimerais qu'il voit qu'un dossier, quand il est mené par une équipe, parce que là, on n'a pas parlé de toutes les équipes, mais je vais revenir un peu en arrière. C'est pas une victoire, mais c'est un projet qui a abouti parce que tout le monde a tiré dans le même sens. Et là, comme je le disais tout à l'heure, le Conseil général, les élus du Conseil général, la COPEMAI avait ce projet, mais toute seule, elle ne pouvait rien faire. On a eu les élus de la CAPAM qui nous ont aidés. On a eu les affaires maritimes qui ont estimé que le dossier était assez bien ficelé pour pouvoir le porter auprès du ministère des Transports. On a eu, si vous voulez, des techniciens, notamment l'ancien directeur du STM, qui était aussi directeur de Veritas, qui a fait toute la partie technique et qui nous a bien aidés dans nos dossiers. On a eu ensuite, si vous voulez, les parlementaires. Bon, les parlementaires, notamment, je remercie la députée de Petite-Terre, Ramlati, à qui on avait présenté le dossier et qui s'était engagée à convaincre la ministre des Transports du bien fondé de ce dossier. Donc là, tout ça, mis bout à bout, a fait que le dossier a pu aboutir. Donc, on a aussi des entreprises qui nous ont aidés, et notamment le transporteur qui a fait un geste commercial conséquent pour que ce premier bateau arrive dans de bonnes conditions, à des prix relativement moyens. Enfin, il a fait un geste commercial assez conséquent. Donc, tous ces gens-là sont à remercier, et je répète, c'est une victoire collective. Et ça prouve que si à Mayotte, ça a pu marcher pour un bateau de 7 mètres, c'est pas un pétrolier, un bateau de 7 mètres, je pense qu'on doit pouvoir faire dans d'autres secteurs à peu près la même chose et aboutir à sauver des emplois. Parce que, in fine, le résultat, ce n'est pas la victoire de l'un ou de l'autre, c'est effectivement une victoire collective. On a sauvé des emplois et on va peut-être en créer d'autres. Donc c'est ça l'objectif, si vous voulez, qu'on s'est fixé. Je pense que c'est un peu un beau challenge pour Mayotte qui a été réussi en un minimum de temps. Et donc là, je pense que tous les intervenants, même si j'en ai oublié quelques-uns, ils nous ont quand même donné un sacré coup de main. Et je pense que tout le monde dans son domaine, il y a les services de l'État qui étaient à la manœuvre, tout le monde a essayé cette fois de travailler dans le même sens. Et là, c'est vraiment très important. Merci beaucoup Pierre Bobet d'avoir accepté notre invitation. Et puis on verra aussi le président qui peut-être effectivement verra ce nouveau bateau qui est arrivé, qui est installé, et mardi lors de sa visite peut-être qu'il verra ce bateau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et durant justement sa visite, le président de la République sera assurément attendu sur une nouvelle problématique à Mayotte, la naissance d'un volcan sous-marin au large de l'île. Mardi soir, l'Institut de physique du Globe de Paris a accueilli une conférence publique avec pour thème « Crise sismo-volcanique de Mayotte, naissance d'un nouveau volcan français ». L'occasion de faire le point sur les 9 mois d'études et de surveillance de ce phénomène. Nos correspondants à Paris, Maurice Cessé et Emmanuel Darvois, étaient sur place. Au montage, Leslie Vimenet. Depuis plusieurs mois, Mayotte est au cœur de recherches scientifiques uniques au monde. En effet, la naissance d'un volcan au large de Mayotte représente un phénomène rare. L'Institut de physique du Globe de Paris est en charge de la mission de surveillance de cette zone volcanique, une mission qui s'avère compliquée.
On n'a pas de capteurs qui sont installés sur le fond de la mer et on a besoin de mobiliser des moyens très importants à la mer pour pouvoir faire des observations à terre sur les observatoires comme celui du Piton de la Fournaise ou la Soufrière de Guadeloupe ou la Montagne Pelée en Martinique ou d'autres volcans. On travaille avec des réseaux de capteurs qui sont à terre et qui transmettent des informations en temps réel, de manière continue à un observatoire qui centralise toutes ces informations et qui proviennent de plusieurs capteurs. Donc le dispositif en mer est compliqué. Ce qu'on a appris depuis le début de la crise, dont on comprend maintenant qu'elle était associée au magma qui s'est frayé un passage vers la surface et qui a quitté ce réservoir magmatique pour se frayer un chemin, un passage jusqu'à 50 km à l'est de Mayotte. Le phénomène intéresse les scientifiques au plus haut point. En effet, cela fait plus de 235 années qu'aucun volcan sous-marin connu n'a eu une telle activité en si peu de temps. On ne sait pas si on est dans la queue, si vous voulez, d'une éruption, qui pourrait avoir une pause de quelques années ou s'arrêter. C'est sûr que c'est un événement géologiquement très très rare et exceptionnel. C'est la deuxième éruption qui a produit de la lave, la plus importante depuis 1783. Cette éruption a produit 5 km3 de magma. Vous imaginez un cube de 5 km de côté, dans les 3 dimensions, en un an. Donc on a des flux, des quantités de magma qui sortent, des mètres cubes par seconde qui sont très élevés, entre 100 et 200 mètres cubes par seconde. Alors l'éruption auquel je faisais référence tout à l'heure, la dernière éruption massive de lave, c'est en 1783 en Islande, le Laki. Et là, on a produit 15 km3 en 290 jours. Donc Mayotte est un solide deuxième. Depuis le début de la crise, les inquiétudes prennent le pas sur la rareté du phénomène. En effet, la population réclame des informations pour connaître exactement les conséquences de ce volcan et les risques éventuels encourus. Nous, ça a été notre souci. Après, je suis bien conscient qu'il faut qu'il y ait des relais qui soient plus importants au sein de la communauté sur Mayotte. Il y a un bulletin qui est publié de manière bimensuelle. Ce bulletin est libre d'accès. Il est publié sur les sites de nos institutions. Il est repris par la préfecture de Mayotte. Je pense qu'il est repris aussi par des Facebook, des réseaux sociaux. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une mobilisation, une appropriation par les associations, par le rectorat, les professeurs, les maîtres d'école, d'autres acteurs de la société mahoraise pour s'approprier cette information, la traduire et permettre qu'elle aille le plus loin possible dans la société mahoraise. C'est fondamental. Si le volcan n'a pas encore de nom, nul doute que le président de la République, attendu mardi à Mayotte, évoquera son existence et ses conséquences. Et depuis quelques semaines, le marché des transports scolaires ne cesse de faire parler de lui. En attendant le verdict des juges sur l'avenant qui garde en l'état le marché 2015-2018, les transporteurs tentent de s'organiser pour acheminer tous les enfants dans les écoles. Ce matin, nous recevions Carla Baltus. Cette fois, ce n'est pas la présidente du MEDEF, mais la gérante de Transport Baltus qui était sur notre plateau. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Avant, on n'avait qu'un seul lot. Ouais. Les années passées. Ouais. Ensuite, sous la présidence de M. Douchina, il y a eu une volonté d'allotissement. Beaucoup de transporteurs se sont manifestés contre cet allotissement et on est resté en allotissement unique. Ensuite, on est passé à 2 lots, petite terre, grande terre. Et aujourd'hui, on a 5 lots. Donc, sur le prochain marché, on devrait avoir 6 lots. Donc, un lot gestion. Donc, si vous répondez au lot de gestion, vous ne pouvez pas exploiter. Voilà, donc il va rester des lots d'exploitation. Et encore dans ces lots-là, quand vous regardez le cahier des charges, puisqu'on a quand même répondu, quand on dit que la procédure est cassée, il faut savoir qu'on a répondu autant de fois que ça a été cassé. Voilà, donc ça aussi, il faut savoir que tout le travail qui a été fourni, parce qu'on a fait des offres, je pense que c'est le même travail, c'est presque un copier-coller du oui, mais on essaie d'être innovant, on essaie d'être original, on essaie de montrer que la profession s'organise et est de plus en plus professionnelle, parce qu'on revient quand même de loin, quand vous regardez les années passées, quand on travaillait avec notre prestataire qui était la CMTS, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est professionnel. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la colère des taximens ou encore celle des parents d'élèves de l'école maternelle de Barakani. Au montage, Leslie Vumenet.
L'association L'Espoir des enfants de la commune de Ouangani a décidé d'adresser une lettre ouverte au procureur de la République alors que leurs multiples dépôts de plaintes sont restés sans réponse, indique la direction de l'association. À l'approche des élections municipales, elle dénonce les conditions d'accueil des élèves, notamment au sein de l'école maternelle Parakani. La lettre indique par ailleurs, je cite, « La loi ne peut pas aller que dans un seul sens en obligeant les parents à scolariser leurs enfants dans des conditions déplorables d'hygiène et de sécurité. Les plaintes déposées par les parents d'élèves doivent être prises en compte, des enquêtes doivent être ouvertes et que les responsabilités de chacun soient engagées. La justice ne peut pas continuer à rester muette face aux situations catastrophiques d'accueil de nos enfants. » 667 artisans taxis sont régulièrement enregistrés à Mayotte. Hier, une partie d'entre eux a exercé son droit de retrait pour protester contre plusieurs entraves à leur profession. Ils se plaignent notamment des amendes qu'ils reçoivent parce qu'ils s'arrêtent en dehors des quelques espaces qui leur sont destinés pour embarquer et débarquer leurs passagers. Par ailleurs, les taxis clandestins et les taxis motos représentent une concurrence déloyale. Les taximens dénoncent ensuite la coopérative Vanille. Il semblerait qu'ils soient obligés d'adhérer à cette dernière pour pouvoir bénéficier d'aides pour les investissements et le renouvellement uniforme des véhicules. Ils revendiquent le droit de rester libres et demandent à ce que les aides aux investissements soient directement versées aux artisans dûment référencés. Enfin, les quelques 300 taximens de Mamoudzou dénoncent le projet Caribus et ses conséquences économiques pour la profession des chauffeurs de taxi. Ils souhaitent maintenant être reçus par le préfet pour que des solutions concrètes puissent être trouvées. La DJSCS de Mayotte, l'Office du sport de la communauté de communes du Centre-Ouest, la 3CO et l'Office de tourisme de la 3CO organisent du 21 au 25 octobre une formation raid multi-activités et sport de nature en accueil collectif de mineurs. La formation sera organisée sur les villages de la communauté de communes du Centre-Ouest. Cette session de formation accueillera 12 stagiaires de Mayotte, mais également des stagiaires internationaux, à savoir 12 personnes de Madagascar, La Réunion, les Seychelles, Djibouti, Maurice et les Comores. L'objectif est de permettre aux stagiaires de découvrir et de s'approprier les éléments de mise en place d'encadrement et d'animation des sports de nature. Ils pourront expérimenter des activités telles que le kayak, la course d'orientation, le VTT, le golf et la randonnée. Ces rencontres entre les différentes régions de l'océan Indien permettront d'échanger autour de l'organisation de ces activités et de l'encadrement des jeunes sur les différents territoires. Les valeurs éducatives et environnementales guideront ainsi les échanges. Ce matin s'est tenue l'officialisation des écrivains numériques. Ces volontaires du service civique vont être dans les bureaux de poste pour aider la population n'ayant pas accès à Internet à faire leurs démarches administratives à l'aide de tablettes mises à disposition pour l'occasion. Ces jeunes ont pu signer leur convention avec la Poste et seront à partir d'aujourd'hui dans tous les bureaux de poste de l'île. Le point sur ce dispositif dans ce sujet signé Paul-Arthur Habit. Ce n'est pas moins de 40 jeunes que l'on pourra retrouver au poste d'écrivain numérique dans les bureaux de poste de l'île aux Parfums. Suivis par l'association Tifaki Asie et formés par le service civique, ces jeunes vont durant 8 mois aider les Mahorais à faire leurs démarches sur Internet. Un dispositif qui permet aussi à ces jeunes de découvrir de nouveaux milieux professionnels. Le dispositif service civique se place un peu dans une continuité de parcours. C'est qu'on a des jeunes qui veulent faire une mission civique et citoyenne, découvrir un univers professionnel et nous on est là pour les accompagner, leur proposer des éléments via des ateliers, via des suivis individuels, des outils, du savoir pour justement découvrir le monde de la Poste et ses ouvertures et participer à l'émancipation du peuple mahorais pour le développement numérique. Un développement numérique encore trop faible dans le département, surtout dans un pays où une majeure partie des démarches officielles peuvent se faire par Internet. La Poste ayant fait ce constat a décidé de lancer ce dispositif. 15% des foyers ont accès au numérique et le numérique c'est juste incontournable pour faire en sorte que chaque personne, chaque économie et notamment Mayotte se développe. Donc la Poste, dans son rôle de mission de service au public, et de son objectif d'inclusion numérique a mis en place des moyens que sont notamment les écrivains numériques, que sont la mise à disposition du Wi-Fi dans tous les bureaux de poste, les tablettes des écrivains numériques pour faire en sorte que cette mission d'inclusion numérique soit menée à bien et le plus rapidement possible. La Poste montre par ses actions sa volonté de faciliter à la population l'accès à Internet. Une manière aussi pour cette entreprise de mieux assurer la livraison du courrier en permettant d'avoir une meilleure cohérence entre adresse email et physique. Vous pourrez retrouver ces jeunes écrivains numériques dans votre bureau de poste dès demain. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain
dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.